Bonjour à tous, il est 14 heures. Nous allons commencer. Bienvenue à ce 19e WebTech organisé par le Pôle européen de la céramique. Donc, je suis Alexandra Baudrouet, chargée de projet au Pôle. Déjà, je vais commencer par quelques mots sur le Pôle européen de la céramique. Donc, nous regroupons 140 adhérents répartis dans 7 pays et nous avons décidé, durant cette période si particulière, de continuer d'animer le réseau céramique et de permettre à nos adhérents de présenter leur savoir-faire sur les différents marchés stratégiques et technologiques du pôle. Donc, nous organisons ces webtech tous les mardis et tous les jeudis. Comme là, on arrive en fin de période de confinement, donc le dernier webtech pour l'instant aura lieu le 7 mai à 14 heures. Mais n'oubliez pas que nous organisons tout au cours de l'année d'autres journées. Les 2 prochaines journées que nous allons organiser sont le 22 octobre, une journée expert sur la fabrication additive céramique, donc avec Nanoé, et le 17 novembre, une journée expert dédiée au PDC avec Samuel Bernard de l'IRSER. Donc j'en profite également pour vous parler de Ceramic Network, donc qui est une convention d'affaires dédiée aux céramiques, qui a lieu tous les 3 ans et la prochaine édition aura lieu les 4 et 5 novembre à Limoges. Donc surtout, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un de l'équipe. Donc avant de laisser la parole à Hélène, je souhaiterais vous donner quelques consignes sur le déroulement du webinaire. Donc s'il vous plaît, merci de vous identifier avec vos noms et prénoms sous peine d'être exclus de la session. Ensuite, merci de garder vos micros et caméras coupés pendant tout le webinaire. Et enfin, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat, en cliquant sur la bulle au fil de l'eau. Voilà, Hélène vous répondra à toutes ces questions à la fin du webinaire. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Hélène Tournier, donc, qui est chef de projet au CTTC. Elle va vous parler du binder jetting appliqué aux matériaux céramiques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc merci Alexandra et merci OPEC de nous permettre de pouvoir vous présenter ce webinaire aujourd'hui qui est principalement consacré donc au binder jetting pour les matériaux céramiques. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter en premier lieu ce qu'est le CTTC et qu'est-ce que nous faisons. Donc le CTTC, c'est le Centre de transfert de technologie céramique. Il réalise des actions de soutien aux projets industriels. Il aide donc en fait les entreprises sur leurs différentes problématiques. Donc nous sommes une association à but non lucratif qui a été créée à Limoges en 1984. Et nous sommes 21 personnes au sein du CTTC. Nous avons des techniciens, des ingénieurs et des docteurs. Et nous travaillons pour un budget de 2 millions d'euros par an. Chaque année, ce sont une centaine d'entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité qui font confiance au CTTC. Et nous travaillons tous les ans sur des projets collaboratifs. Nous en avons à peu près 5 par an. Et le CTTC propose des services qui sont en fait des prestations d'études, des diagnostics, des essais sur des machines ainsi que des analyses de matériaux. Nous réalisons aussi des prototypes pour les industriels et on a aussi un autre service qui propose des formations suivant certaines technologies. Donc, quelles sont les expertises et compétences du CTTC? Alors, nous sommes spécialistes dans les céramiques techniques, sur les formulations, les matériaux céramiques, tout ce qui est propriété et utilisation des céramiques techniques. Nous sommes aussi spécialisés dans tout ce qui est procédé de fabrication, donc toutes les technologies conventionnelles de fabrication des céramiques. Et nous avons aussi une bonne expertise sur la technologie de fabrication additive sur les céramiques, mais aussi les multimatériaux. Donc, je vais vous présenter notre plateforme de fabrication additive que nous avons au sein du CTTC. Nous avons 7 technologies différentes de fabrication additive. Donc, la première, c'est le binder jetting, celle que je vais vous présenter. Mais nous avons aussi de la stéréolithographie laser, du robot casting. Nous avons également de l'inkjet, de l'aérosol jet et du micro-dispensing. Alors, ces 3 technologies sont spécialement utilisées soit pour la décoration, soit pour tout ce qui est microélectronique. Et la dernière, c'est de l'aérosol deposition.
Donc maintenant, on va rentrer au vif du sujet. Je vais vous présenter ce qu'est le bender jetting. Donc le bender jetting, en fait, c'est l'utilisation d'une poudre sur lequel on va venir déposer un liant sélectivement selon la fabrication d'une pièce en 3D. Et on va donc créer des liaisons pour former une pièce solide. Et cette pièce va être fabriquée couche par couche. Donc on fabrique des couches de poudre de hauteur de 50 à 300 microns. Et l'avantage de la fabrication par bender jetting, c'est qu'on peut l'utiliser en mode industriel puisqu'on peut aller très vite. On peut aller de 300 à 20 000 cm3 par heure pour des couches de 150 microns. Donc vous avez donc une vidéo, je la mets en route, c'est une machine qui est utilisée au sein du CTTC sur lesquels on a présenté un feedstock d'alumine qui a été développé au CTTC avec des pièces qui sont sorties du lit de poudre et que l'on peut manipuler à la sortie du lit de poudre. Donc, quels sont les deux différents principes de fonctionnement d'une machine de bender jetting? Alors, la première, c'est l'utilisation d'un rouleau qui va venir donc déposer la poudre sur le plateau de fabrication uniformément et de la hauteur de couche que l'on souhaite fabriquer. Et le deuxième principe, c'est l'utilisation d'une trémie vibrante qui va donc venir déposer la poudre sur le plateau de fabrication. Et cette trémie vibrante contient donc une lame qui va permettre d'étaler donc ce lit de poudre et de l'avoir à la hauteur voulue. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de la fabrication additive par bender jetting? Donc, les principaux avantages, c'est qu'avec ce type de fabrication additive, on va pouvoir fabriquer des pièces complexes, qui est relativement compliqué avec les procédés conventionnels. Donc, on peut fabriquer des pièces comme on peut le voir sur les photos, des pièces avec des inclusions, des trous à l'intérieur. L'un des gros avantages de cette technologie, c'est qu'on peut recycler la matière qui n'a pas été utilisée, donc qui n'a pas été où l'action du liant avec la poudre n'a pas eu lieu. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le low cost material. D'autres avantages, c'est qu'il peut être utilisé facilement en mode industriel puisqu'on peut avoir des cadences de fabrication très élevées et on peut aussi fabriquer des gros volumes. Et le post-process est relativement classique, il est assez facile, il est classique des procédés conventionnels. Donc, quelles sont les limitations du bender jetting? Alors, évidemment, quand on utilise des lits de poudre, on n'a pas de compaction de ces lits de poudre, donc on va avoir des densités relativement faibles de nos matériaux. Qui dit densité faible dit aussi résistance du matériau beaucoup plus faible. Et étant donné qu'on utilise des poudres, on va avoir aussi de la rucosité qui sera donnée par la forme de nos poudres. Alors, quels sont les différents types d'applications de bender jetting qui existent déjà sur le marché? Donc, je vais vous en présenter. Le bender jetting est beaucoup utilisé dans l'industrie de la métallurgie pour fabriquer des moules ou des corps de moules pour le métal qui sont fabriqués en sable. Donc, en fait, le moule est fabriqué en bender jetting. Il coule le métal à l'intérieur. Une fois que le métal s'est consolidé, il casse le moule en sable pour pouvoir sortir la pièce métallique. Autre chose, on peut retrouver l'art de la table. On a fait donc une tasse au CTTC. Vous avez un exemple sur la droite. Et on retrouve aussi beaucoup ces technologies dans le réfractaire, où vous avez des exemples ici de pièces réalisées en SiC silicium. En ce qui concerne les matériaux céramiques, donc on est un peu moins avancé que sur la technologie du sable et du métal. Il y a des premières études qui avaient été faites sur biocéramique. Pourquoi? Parce qu'en fait, biocéramique, on cherche à avoir des pièces poreuses. Donc, il y avait beaucoup de tests réalisés sur le HAP. Il y a beaucoup d'avancées dessus. On est sur une échelle de TRL, un TRL 8.
Par contre, ce qui concerne tout ce qui est céramique structurelle et céramique fonctionnelle, il y a eu moins d'avancées de ce côté-là. Bon, le CTTC a contribué à développer pas mal de feedstock. On a développé du feedstock d'alumine, feedstock de SiC et un feedstock de porcelaine. Et ces céramiques fonctionnelles et structurales sont dans des TRL équivalents à 5-6. Alors maintenant, je vais vous présenter les principaux types d'équipements qui existent. Alors, je vais vous présenter deux gros fabricants de machines. Premier gros fabricant qui est bien connu, c'est Voxeljet, c'est un Allemand. Donc, il propose différentes machines. Donc, vous avez une machine de laboratoire, la Voxeljet VX200, celle que nous avons nous au CTTC. Il propose aussi la VX1000, qui est pour des fabrications de plus gros prototypes. Et vous avez la Voxeljet VX4000 qui est une machine à gros volume puisqu'on peut fabriquer des plateaux allant de 4 mètres par 2 mètres par 1 mètre. Et donc je vais vous la présenter pour que vous ayez une idée de comment est-ce que cela fonctionne. Il y a une petite vidéo. Donc c'est normal que vous n'ayez pas le son. Donc c'est une machine qui utilise donc la trémie vibrante. Et comme on peut le constater, on a des gros box de fabrication. Donc ces machines-là, c'est principalement pour fabriquer des gros moules. Donc là, on peut voir l'étalement de la poudre par la trémie vibrante et l'impression derrière avec la tête jet d'encre qui est assez importante. Et là, c'est la sortie des pièces. Ils enlèvent, en aspirant, et ici, ils enlèvent la poudre pour extraire la pièce. Donc ici, ils expliquent en fait que le matériau peut être recyclé. Bon, je vais arrêter la vidéo parce qu'il n'y a rien d'intéressant par la suite. Voilà, donc ça c'était le premier fabricant, Voxeljet, qui est donc un fabricant allemand. Deuxième gros fabricant, c'est X1, ce sont des Américains. Alors voici les deux principales machines qui vendent. Leur plateau de fabrication est amovible, ce qui fait qu'une fois qu'on a fabriqué, on peut retirer le plateau de fabrication, en mettre un autre pour fabriquer de manière continue des pièces. Donc maintenant que je vous ai présenté le principe global du bender jetting, on va rentrer en profondeur, essayer de comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les différentes étapes et qu'est-ce qui est important de connaître pour pouvoir créer un feedstock de céramique. Donc maintenant, je vais vous présenter les différentes étapes pour construire une pièce par bender jetting. Donc nous avons 8 étapes différentes. Alors, la première, il faut d'abord récupérer des formats STL de pièces. Donc soit on trouve des pièces sur Internet, on trouve beaucoup de STL, mais on peut aussi les créer grâce à des logiciels comme AutoCAD ou SolidWorks. Donc une fois qu'on a ces STL, on va les entrer directement dans le logiciel de la machine pour pouvoir créer le plateau de fabrication. Donc quand on aura donc mis ces STL, on va fabriquer le plateau en orientant les pièces, parce qu'on peut mettre plusieurs pièces dans un plateau de fabrication. On va aussi indiquer la résolution de la tête d'impression, mais également aussi la hauteur de couche que l'on veut fabriquer. Donc une fois qu'on a fait cette première étape, on lance la fabrication. Qu'est-ce qui se passe? On va d'abord appliquer la couche de poudre du matériau. Une fois qu'on aura étalé cette couche de poudre, on va donc la tête d'impression va venir éjecter l'encre selon en fait la forme de la pièce voulue. Et pour passer à la couche suivante, le plateau va descendre et ainsi de suite. Ces étapes de 2 à 4 vont être répétées jusqu'à ce que la pièce ait fini d'être fabriquée. Une fois que la pièce a fini d'être fabriquée, on va laisser reposer un tout petit peu le lit de poudre pour que les liaisons finissent de se faire entre le liant et la poudre. Donc ceci va dépendre généralement du feedstock utilisé.
Donc, une fois qu'on l'a laissé reposer, on va passer au dépoudrage du plateau de fabrication, c'est-à-dire qu'on va extraire la poudre qui n'a pas été liée pour pouvoir en sortir les pièces. Donc, ceci est réalisé avec des pinceaux ou avec de l'air comprimé. On verra ça un peu plus loin. Et ensuite, concernant les matériaux céramiques, on va donc passer à une étape de déliantage, puis de frittage. Maintenant, je vais vous expliquer les différentes méthodes de liaison qui se créent entre la poudre et le liant. Qu'est-ce qui a été étudié jusqu'à présent pour le binder jetting. Donc, on a 4 liaisons possibles. Alors, la première, c'est on utilise la poudre telle qu'elle, avec une encre, et c'est directement ce qui va sortir de l'encre, donc de la tête d'impression, qui va réagir sur le lit de poudre dans le cas numéro 1. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, nous avons donc du plâtre, et c'est de l'eau qui va être éjectée, et on va donc avoir la formation, la consolidation de la pièce directement par la prise du plâtre. Deuxième configuration, nous allons mettre de la poudre de liant avec la poudre céramique. Et puis c'est l'action de l'encre quand elle va être éjectée, elle va provoquer donc des liaisons du liant avec donc les poudres céramiques, ce qui va créer donc la pièce. La configuration 3 est à peu près identique à la configuration 2, sauf qu'on a consolidé cette liaison en faisant par exemple une granulation des poudres céramiques avec le liant. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec du liant au cœur de la poudre et du liant en dehors de la poudre. Et c'est cette action avec l'encre qui va consolider les pièces et former la pièce. Dernière configuration, le 4, c'est le cas du sable. Donc en fait, nous avons donc un liant qui entoure les particules de sable et c'est avec l'action de l'encre que l'on va avoir consolidation. Donc vous allez un peu mieux comprendre sur le tableau qui suit. Donc en fait, c'est des études qui ont été faites soit par des laboratoires, soit par des industries sur les réactions entre le lit de poudre et l'encre. Donc MIT, au tout début, ils ont fait des études avec des poudres de céramique. Ils voulaient donc avoir une interaction entre la poudre céramique et l'encre. Donc ils ont utilisé en tant qu'encre des suspensions colloïdales ou des liants organiques dissous. Donc ils ont obtenu des résultats plus ou moins intéressants. Ce qui était un peu plus problématique, c'est qu'il était difficile d'éjecter les liants organiques de la tête d'impression. Ensuite, Z-Corp a fait des tests sur du plâtre et puis des matières organiques solubles dans l'eau en utilisant comme encre de l'eau, et le principe était donc de créer des liaisons organiques et ensuite favoriser la prise du plâtre. X1 a développé tout ce qui est sable, où ils ont donc dans le lit de poudre, ils ont mis du sable sur lequel ils avaient entouré donc avec de la résine furanique, et c'est donc l'action de l'encre qui va donc en fait servir de catalyseur sur la résine furanique, qui va donc polymériser cette résine et donc consolider les pièces. Voilà comment ça fonctionne avec le sable. Par la suite, le MIT a continué ses recherches en travaillant sur le sable et la céramique, mais en rajoutant du ciment dans le lit de poudre, en utilisant donc en encre de l'eau pour créer des liaisons ciment. Et Veridis 3D a effectué la même chose, mais en rajoutant dans le lit de poudre quelques additifs organiques solubles et avec un peu de ciment. Et donc, en fait, ils souhaitaient réaliser des liaisons, une double liaison, des liaisons organiques et des liaisons créées par la prise du ciment. Voilà. Donc, comment se forment en fait les formulations d'un feedstock? En fait, le lit de poudre pour une céramique donc nous est compris bien sûr en majorité de poudre céramique à hauteur de 50 à 80% massique. Donc à l'intérieur de ce lit de poudre, on va rajouter donc un liant. Ce liant est très important parce que c'est lui qui va donc créer les liaisons lorsqu'il va être en contact avec l'encre qui va être éjectée.
Donc ces liants, il en existe de toutes sortes. En fonction de la poudre céramique utilisée, on peut avoir du PVA, du PVP, du PEG et tous ceux qui sont mentionnés sur le tableau et autres. Et on peut trouver aussi des agents structurants qui vont permettre en fait d'éviter la migration des fines au fond du plateau de fabrication. Donc ils sont à hauteur de 0 à 3% dans la formulation. En ce qui concerne l'encre, c'est-à-dire ce qui va être éjecté de la tête d'impression, on va trouver majoritairement des solvants. Donc ils sont compris entre 90 et 98%. On va trouver de l'eau, de l'éthanol, du propylène glycol. On va trouver aussi des cosolvants. Ils vont permettre en fait d'éviter la volatilité du solvant. Il faut qu'il soit miscible bien sûr dans le solvant majoritaire. On va trouver des glycérols, des éthylènes glycols, des propylènes glycols. On peut aussi trouver des agents rhéologiques, ils sont très très importants dans ces formulations puisqu'ils vont permettre en fait de baisser la viscosité de l'encre et surtout éviter les frictions au niveau des piézoélectriques, ce qui est important pour pouvoir améliorer l'éjection de l'encre. Et on peut trouver aussi des colorants si on souhaite lors de la fabrication savoir exactement où se situe l'impression. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu le principe, on va rentrer un peu plus en détail puisque on ne peut pas utiliser n'importe quelle poudre pour le Bender Jetting. Donc la poudre a besoin d'avoir certaines caractéristiques. Alors quelles sont les caractéristiques principales que doit avoir la poudre céramique? Donc deux critères très très importants, ce sont la coulabilité et la densité apparente de nos poudres. Elles sont très importantes et parce qu'elles génèrent en fait les propriétés mécaniques de nos pièces. Donc, qu'est-ce qui va faire que l'on va améliorer la coulabilité? Alors, en premier lieu, ça va être le contrôle de la forme des particules. Pourquoi? Parce que on va comparer donc des particules sphériques avec des particules qui sont irrégulières. Particules sphériques, forcément, on va avoir une très bonne coulabilité, alors que dans les poudres irrégulières, elles vont avoir du mal à couler. On va avoir donc une assez bonne densité une fois qu'elles auront été compactées pour des poudres irrégulières parce qu'elles vont pouvoir s'orienter en elles-mêmes, alors que les poudres sphériques, on ne va pas pouvoir vraiment, on aura toujours des trous en fait lorsqu'on va faire du packing. Néanmoins, pour l'utilisation du Bender Jetting, lorsqu'on va utiliser un système avec rouleau, les particules sphériques vont pouvoir vraiment être utilisées facilement. Et elles vont aussi pouvoir être utilisées facilement pour tout ce qui est amide vibrant, puisqu'elles vont couler de manière très facile. Par contre, tout ce qui est poudre irrégulière, on va pouvoir utiliser le système à rouleau pour certaines poudres, tout dépend réellement de leur forme. Certaines, ça va être beaucoup plus compliqué, d'autres, on va pouvoir réussir à les utiliser. Par contre, tout ce qui est ami vibrant, la poudre irrégulière, il ne faut absolument pas les utiliser. On va avoir des gros soucis. De toute façon, on ne va pas pouvoir faire descendre les particules. Donc, en fait, la forme des particules est très importante parce qu'elle va donc affecter la coulabilité, elle va affecter la densité du lit de poudre et elle va affecter donc la structure des pores accrue au niveau de nos pièces. Autre chose très importante, c'est la distribution en taille des particules. Le problème qu'on va avoir, c'est que si on utilise des poudres beaucoup trop fines, on va donc avoir une mauvaise coulabilité. Pourquoi? Parce que les forces de Van der Waals vont dominer et on va avoir des agglomérats irréguliers. Alors que si on utilise des particules plus grosses, on va avoir une bonne coulabilité. Donc en fait, la coulabilité et la densité sont liées et c'est là où on s'aperçoit que les particules sphériques sont privilégiées. Autre élément important pour les caractéristiques des poudres, c'est aussi qu'il faut qu'il y ait une très bonne mouillabilité au niveau des poudres. C'est un facteur clé pour le succès de l'impression en Bender Jetting.
En ce qui concerne aussi la réactivité des poudres, c'est très important avec le liant. Pourquoi? Parce que si on peut se dire que si on utilise des poudres très fines, on va augmenter la surface spécifique de nos poudres et donc on aura une meilleure réactivité. En fait, c'est pas le cas pour la bonne raison que si on utilise des poudres trop fines, on va avoir des créations de vide au sein du matériau, puisque les poudres fines vont s'orienter préférentiellement dans le lit de poudre et vont donc créer des trous. Donc pour résumer, la coulabilité, qui est un élément essentiel pour le procédé de bender jetting, comme elle est très importante, on va privilégier des poudres sphériques. Et ces poudres sphériques doivent avoir une tranche de granulométrie comprise entre 30 et 90 microns pour avoir une très bonne densité, une tenue mécanique accrue assez bonne. Maintenant que nous avons vu les caractéristiques de la poudre, on va s'orienter plus sur les paramètres d'impression. Quels sont les paramètres d'impression importants pour obtenir des pièces de bonne facture à la sortie de l'impression? Donc les paramètres les plus importants sont bien sûr l'épaisseur de la couche. L'épaisseur de la couche, elle est d'abord régie par la taille de la particule la plus grosse de notre lit de poudre. Donc cette épaisseur de couche doit être supérieure. Néanmoins, il faut qu'on fasse très attention parce qu'il faut éviter d'avoir des couches supérieures à 200 microns. Pourquoi? Si on a des couches supérieures à 200 microns, on va avoir des problèmes de précision sur la taille de la pièce. Ensuite, ce qui va être important, c'est la saturation de l'encre. On va donner donc un élément lors de la fabrication, c'est la quantité d'encre qui va être éjectée. Si cette quantité n'est pas assez importante, on ne va pas avoir de liaison entre les couches, on ne va pas pouvoir fabriquer de pièces. Si par contre, on a une saturation qui correspond à une bonne hauteur une infiltration sur la hauteur de couche désirée, on va obtenir des pièces telles que le parallélépipède présenté sur la photo de gauche. Donc ici, on a une bonne infiltration, on a un très beau parallélépipède. Par contre, si on éjecte trop d'encre, on va avoir donc une infiltration trop importante et ça va créer des ménisques au niveau du parallélépipède, donc comme on peut le voir sur la photo de droite. Et autre élément aussi très important lors de la fabrication, c'est l'orientation d'impression de la pièce. En fonction du type de pièce, on va orienter préférentiellement en X, en Y ou en Z, aussi pour avoir une vitesse de fabrication plus importante. Si on a une pièce allongée, on va la coucher pour avoir une bonne impression. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une bonne précision, une bonne densité et une propriété mécanique accrue des pièces très bonne si on tient compte de ces trois paramètres. Maintenant, nous allons voir, maintenant qu'on a vu tous les mécanismes au niveau de l'impression, on va voir tout ce qui se passe en post-traitement. Les pièces imprimées ont généralement la forme et la taille souhaitée avant cuisson, mais leurs propriétés mécaniques sont souvent insuffisantes ou elles sont relativement fragiles. Donc le post-traitement est très important. Donc nous avons donc du dépoudrage. Le dépoudrage, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc on enlève la poudre qui n'a pas été liée avec un pinceau ou avec de l'air comprimé sans y aller avec une forte pression. Et donc en fait c'est un vrai challenge lorsqu'on a des pièces à structure complexe avec des cavités. Donc il va falloir faire très attention. Et l'autre élément important, c'est la densification, puisque celle-ci va créer les liaisons entre les particules et va réduire le taux de porosité dans nos pièces. On sait que par le procédé de bender jetting, on n'a pas de compaction des particules, donc on va obtenir des pièces poreuses. Maintenant, je vais vous présenter certaines études qui ont été faites sur certains matériaux au CTTC. Donc, on a fait des études sur du carbure de silicium et sur de l'alumine avec différents systèmes, poudre
liants et solvants sur des géométries complexes. Alors les géométries, vous les avez en photo sur la droite. Donc qu'est-ce que l'on a fait? Donc on a utilisé sur différents systèmes, on a regardé en fait le taux de porosité que l'on avait sur ces pièces après traitement thermique. On voit que suivant les systèmes, on n'a pas le même taux de porosité. Donc on a des taux de porosité très importants puisqu'on est compris entre 62 et 69%. Et qu'en fonction du système, on n'a pas le même taux. Donc on peut avoir 9% de différence en fonction du système utilisé. Donc il faut savoir quand même que le carbure de silicium est quand même difficile à densifier. Donc notre but là, c'est de se poser la question, si on veut des pièces moins poreuses, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a essayé de faire des infiltrations. Donc une fois que les pièces ont été densifiées, on a utilisé différentes formulations. Donc sur le graphique que vous avez à l'écran, vous avez donc en bleu les études sans infiltration et en orange et gris deux formulations d'infiltration différentes. Donc on s'aperçoit qu'avec les infiltrations, on arrive à baisser le taux de porosité, mais on s'aperçoit aussi que suivant le type de formulation, on arrive à baisser plus ou moins le taux de porosité. Et on voit que pour la formulation grise, on arrive à baisser quand même de à peu près 20% le taux de porosité. Donc la formulation utilisée est très importante. Ensuite, on s'est dit, bon, on a réussi à diminuer ce taux de porosité. Est-ce que si on fait des infiltrations successives, on va réussir à baisser encore plus ce taux de porosité? Donc on a fait jusqu'à 3 infiltrations successives et on s'est aperçu qu'en fait au bout de la deuxième infiltration, on avait déjà recouvert toute la porosité ouverte qu'il y avait au sein du matériau et donc la troisième infiltration ne servait à rien. Donc ces infiltrations successives, c'est-à-dire jusqu'à 2 infiltrations, nous ont permis quand même de diminuer de 30% la porosité de notre matériau, ce qui est relativement intéressant. Par contre, sur les photos qui sont en bas à droite, vous voyez des parallélépipèdes effectués en alumine. Et donc le premier, c'est une infiltration, deux infiltrations, trois infiltrations. On s'aperçoit qu'il faut être quand même vigilant quand on fait des infiltrations, puisque si on multiplie trop le nombre d'infiltrations, on a une coque qui se forme autour de la pièce qui déstructure la pièce. Donc on peut rendre un peu plus dense notre matériau, mais il faut faire attention justement à cet aspect-là, puisqu'on va perdre les dimensions de nos pièces. Donc sur cette diapo-là, je vous présente en fait les différentes pièces que l'on a pu obtenir au CTTC avec nos différents feedstocks. Donc avec notre feedstock d'alumine, on a pu obtenir les pièces qui sont situées à gauche. Donc on voit que c'est des pièces assez complexes avec des cavités à l'intérieur, mais qui se tiennent bien. Au milieu, vous avez notre feedstock de SiC avec aussi des formes particulières. Et sur la droite, notre feedstock de porcelaine. Alors ces photos sont là pour vous montrer un petit peu la précision que l'on peut avoir. Donc on voit sur la tour la précision sur les briques. Et la photo qui est prise de dessus, c'est pour que vous vous rendiez compte qu'en fait on avait donc elle était vide à l'intérieur et qu'on avait un escalier et que cet escalier, on a quand même une bonne précision sur l'impression de l'escalier. Voilà, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur certains procédés ou sur le procédé de Banderjetting, le CTTC propose des formations pratiques et ciblées en fonction des besoins de certaines entreprises. Et si vous voulez aussi avoir une vue globale sur tout ce qui est revue technologique des procédés de fabrication additive, nous avons une présentation qui est prévue en septembre 2020. Et nous avons également certaines présentations, formations pratiques qui sont prévues au cours de l'année 2020 sur le Banderjetting, le robocasting, la chaîne numérique. Alors la chaîne numérique, c'est pour expliquer comment est-ce qu'on conçoit une pièce pour la fabrication additive, parce que c'est particulier par rapport aux techniques de fabrication additive. Et la dernière, qui sont donc tout ce qui est technologie d'impression directe. Alors, vous avez des dates. Ces dates, compte tenu du contexte épidémique actuel, peuvent être amenées à changer.
En tout cas, il faut savoir que l'on peut vous proposer des formations et qu'elles seront donc actives aussi en 2021. Voilà, la présentation est finie. Donc, si vous avez des questions, je suis prête à vous répondre. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation très claire. Donc nous avons des questions pendant ta présentation, donc je vais te les poser maintenant. Donc quel est le prix de départ pour une machine à jet de Lyon? Ah, Pour c'est une commencer bonne à faire question. des tests. Tu n'as pas la C'est une réponse. bonne question. Je n'ai pas les réponses sous la main. Je sais que je les ai au sein du CTTC, mais étant en télétravail, je ne peux pas vous donner malheureusement les prix. Par contre, si vous êtes vraiment intéressé, je peux me renseigner et vous renvoyer le prix d'une machine. Il n'y a aucun souci. D'accord, merci Hélène. Ensuite, nous avons une autre question. Est-ce que la présence de binder dans le lit de poudre est-il toujours indispensable ou est-ce qu'il serait envisageable d'utiliser une poudre seule sans additif? Alors, les premiers tests avaient été réalisés justement en essayant d'utiliser le binder directement à la tête d'impression. Il faut savoir que quand même que les têtes d'impression, c'est relativement difficile de faire éjecter un liant dans une tête d'impression puisqu'il faut qu'on soit relativement visqueux et relativement fluide, pardon. Et il ne faut pas qu'on ait de friction avec les piézoélectriques. Donc les problèmes, on arrive à éjecter des liants. Le problème, c'est que quand on éjecte par la tête d'impression, il nous faut quand même une quantité importante de liants à l'intérieur. Donc, il s'est avéré relativement compliqué d'avoir des très bonnes liaisons en injectant le liant par la tête d'impression. C'est pour ça que la technique d'utiliser le liant dans le lit de poudre est privilégiée. D'accord, ouais, je comprends. D'accord. Et après, combien de temps Ah, pardon, on a une autre question. Utilisez-vous les mêmes types de liants pour les trois poudres présentées? Pas du tout. Ce sont des Ouais. liants différents. En fait, chaque liant est spécifique de la poudre parce que les réactions sont différentes. D'accord, ok. On a une question sur les coûts de formation, mais bon, je pense que tu pourras répondre à cette personne en direct, Hélène, peut-être par mail Oui, tout à à la fait. suite de ce webinaire. Merci. Et une autre question, quand donc du coup on veut faire une pièce, combien de temps est-ce qu'on met à mettre au point le process? Est-ce que c'est assez rapide maintenant avec votre expérience? Enfin, comment ça se passe en fait? En fait, alors ce qui est le plus long, c'est de fabriquer le feedstock. Une fois qu'on a réalisé le feedstock, le temps de fabrication d'une pièce dépendra en fait déjà de la vitesse de la machine et des quantités de pièces que l'on fabrique. Pour vous donner un exemple, sur la petite VX 200 que nous avons euh, au CTTC, pour fabriquer un plateau de fabrication où il y a 5 petites pièces de 5 cm de hauteur, on fabrique ça en 2h30, 3 heures. D'accord. Ok, merci. Donc là, on a encore plein de questions. Donc, combien de temps dure le déliantage? Je pense que ça dépend du liant Alors, que vous ça utilisez. va dépendre du liant, de la poudre, effectivement, et des quantités de liant à l'intérieur. Alors, généralement, alors bien sûr, le déliantage, c'est l'étape la plus longue. Bien Donc, sûr. généralement, il y a au moins, allez, je dirais, 2 jours de déliantage. Tout dépend de la D'accord. quantité qu'il y a de liant à l'intérieur. Bien sûr. Nous avons encore une autre question. As-tu une idée des taux de carbone libre dans les pièces finales en carbure de silicium? Non, je ne peux, non. T'as pas ces Honnêtement, chiffres. je ne connais pas ce chiffre. D'accord. Quelles sont les propriétés mécaniques obtenues? Tu pourrais nous donner des ordres de grandeur en fonction peut-être des matériaux? Si tu Alors, en, si effectivement, tu as ces on données. avait fait des tests dans ce sens-là. Je ne les ai pas sur moi, donc je peux malheureusement pas les donner, mais je pourrais me rapprocher. Alors, je vois que c'est juste Ouais, Enrique c'est qui a répondu. Enrique, tu le connais, donc tu pourras reprendre contact avec Euh, lui. on pourra discuter là-dessus, il n'y a aucun souci. Merci. Une dernière question. Quel retrait de cuisson quel retrait de cuisson typique selon les compositions porcelaine, alumine, SiC? Alors,
Retrait, il me semble de mémoire, on est à peu près au niveau des porcelaines autour de 15%. Et d'alumine, on est à peu près dans ces mêmes taux. Le cycle, je me souviens plus, mais on est à peu près à 15% de retrait. D'accord. Nous avons une autre question. Alors, est-ce que vous utilisez des plans d'expérience pour adapter les stratégies d'impression de chaque poudre, tels que le taux de saturation, par exemple? Si oui, combien de temps faut-il pour adapter ceci à une nouvelle poudre? Donc, on n'utilise pas de plan d'expérience, mais on a une méthodologie pour bien essayer de tester quel liant va fonctionner avec telle poudre. D'accord. Ok. Une autre question. Alors, doit-on définitivement oublier le binder jetting pour obtenir des pièces céramiques denses? Bon, actuellement, pour obtenir des pièces denses à 90%, il faut oublier le bender jetting. Ça, c'est sûr. D'accord. Après, comme j'ai expliqué, on peut densifier les pièces en faisant des infiltrations. Il y a encore des recherches à faire là-dessus, mais effectivement, pour obtenir des pièces denses, vraiment denses, il faut oublier le bender jetting. D'accord, merci. Et une dernière question. Est-ce que le procédé peut être utilisé avec des poudres métalliques? Alors, le procédé est beaucoup utilisé avec des poudres métalliques, c'est en plein essor. Donc, effectivement, les poudres métalliques sont très, très utilisées en bender jetting actuellement. Et vous avez essayé au CTTC de faire Non, on n'a pas enfin, utilisé les poudres plusieurs métalliques. matériaux? Les poudres métalliques sont très dangereuses. Donc, on n'a pas testé les poudres métalliques. Notre but, principalement, étant un centre de transfert de céramique, c'est de vraiment essayer de développer cette technologie à travers les matériaux céramiques. D'accord. Une autre question, est-ce que les liants utilisés donc, sont-ils fabriqués par le CTTC ou est-ce que vous utilisez des liants commerciaux? Nous utilisons principalement des liants commerciaux. D'accord. Est-ce que les participants ont d'autres questions? Donc, je tiens juste à dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer via mon adresse mail vos questions et je vous répondrai directement. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup Hélène pour ta présentation. Merci à tous de votre participation cet après-midi. Et n'hésitez pas à vous rapprocher d'Hélène, voilà, si vous avez des questions. Merci beaucoup Hélène. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci à vous. Au revoir.